J'aurais dû faire du bruit là. J'ai dit, je vous laisse 2 minutes. Placez votre poste, là, 2 minutes. Après ça, c'est à mon tour. All right. Je suis Frédéric Saint-Aubin, chef propriétaire du Moleskine. Mon travail, premièrement, c'est être cuisinier. Mais deuxièmement, c'est aussi chapeauter une équipe. En tant que chef, je dois m'assurer que mon équipe est contente, mon client est content, mes produits sont numéro 1. Il y a un côté très administratif à ce que je fais, il y a un côté très créatif aussi à ce que je fais, puis il y a un côté dans l'action aussi chaque jour. Et puis c'est un travail qui est très excitant, très prenant, mais vraiment super le fun. Alors, la grosse question, en 12e année, qu'est-ce qu'on fait, où on va, que fait-on? Alors moi, j'ai eu de l'aide de mes parents. Ma mère m'a dit, pourquoi tu vas pas cuisiner? J'ai dit, cuisiner? C'est une job, ça? J'ai dit, all right, c'est parfait. Puis mon père, étant directeur de l'SRH à l'époque, m'a dit, qu'est-ce que tu fais l'an prochain? J'ai dit, ben je vais aller faire c'est ma 13e, mes CPO. Il dit, ben tu veux-tu aller à l'université? J'ai dit, bah, pas vraiment. Hein? Bon, ben t'as terminé l'école. Wouh! Mon père m'a dit ça. Alors, j'ai été... mon père m'a laissé aller, ma mère m'a encouragé, et puis j'ai décidé d'aller voir l'orientation de l'SRH, qui a ouvert le bottin téléphonique pour m'aider, parce qu'il m'a dit « cuisinier ». Et puis, j'ai parti mes recherches pour enfin trouver qu'à Montréal, il y avait des écoles de cuisine. J'ai décidé, avant de partir pour Montréal, de me prendre une année sabbatique et puis travailler dans des restaurants de la région. J'ai travaillé à l'époque au Manoir du Canal, qui était à Grenville. J'ai commencé plongeur. Et en peu de temps, je me suis retrouvé en cuisine avec mon chef Marc Ladouceur à l'époque, qui m'a montré plein de trucs déjà. Pendant 1 an, j'ai cuisiné avec, avant de me rendre à Montréal. Mais c'était clair, moi, dans ma tête, qu'une fois à Montréal, j'allais en Europe. C'était pour ça que aussi je faisais la cuisine. Donc, j'ai eu la chance d'embarquer dans un cours de cuisine à l'ITHQ qui combinait ça avec la cuisine italienne. Et puis, première semaine que j'arrive, on m'apprend à parler italien en plus. Alors, j'ai eu un cours de culture italienne. 1 an après, j'étais rendu en Italie, au fourneau, en train de travailler pendant plus de 3 mois dans les Alpes italiennes. Donc, au retour à Montréal, j'ai continué à faire mes études. J'ai décidé de retourner aussi faire une autre spécialité en cuisine, tout en travaillant toujours à Montréal, dans les restos italiens à l'époque. Et puis, après à peine 1 an, un concours ou 2, j'ai gagné un concours aussi qui m'a ramené en France. Alors, j'ai fait après ça 2 stages en France. Un près de l'Espagne et puis l'autre à Roanne, en Bourgogne. Vraiment super. Je me suis amusé. J'ai resté presque 6 mois en France pour revenir travailler à Montréal parce que j'aimais ça, Montréal. je trouvais que c'était chez nous. Malgré que les produits étaient sensationnels en Europe, j'ai décidé de revenir ici. Et puis là, j'ai rencontré un autre chef que j'ai fait à peu près 4 ans avec lui à ouvrir son restaurant, travailler dans des clubs privés, jusqu'à temps que j'ouvre un restaurant aussi axé sur les légumes avec un autre chef montréalais. Et puis ensuite, je me cherchais une niche pour pouvoir y rester plus de 5 ans, parce qu'on bouge beaucoup en cuisine. Au début, on va d'une place à l'autre, on va en Europe, on revient à Montréal si on veut s'activer. Voir toutes sortes d'affaires, on bouge beaucoup. Puis là, je voulais rester 5 ans à la même place pour voir si j'étais capable, peut-être, d'avoir un restaurant un jour. Parce qu'on a un restaurant, on n'est plus nomade, on est sédentaire. On travaille avec notre environnement proche. Et puis, j'ai trouvé le 357C, club privé dans le Vieux-Montréal, place qui venait d'ouvrir, qui était une place select pour des gens qui veulent se permettre un certain luxe. En gastronomie aussi, en architecture, la place était splendide sur plusieurs étages. Donc, j'ai intégré l'équipe. Et puis, mon 5 ans est devenu 12. Alors, parce qu'avec le temps, je suis passé entre métiers, tous les postes de brigade, à aller sous-chef, chef de jour, chef de cuisine, pour finir par être chef exécutif du 357C. Ça a été une super expérience pour moi. Et puis après ce parcours-là, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat.
Il changeait. J'avais fait mes classes en tant que chef et en tant que cuisinier. C'était très important pour moi de faire au moins 10 ans de cuisine avant même de prendre un poste de chef. Puis c'est arrivé pile poil à peu près en même temps. Après ça presque une dizaine d'années en tant que chef. Et puis là, maintenant, ça fait 4 ans que je suis chef propriétaire. Et puis les défis sont différents, mais tout aussi excitants. Et puis là, j'en suis là. Hein? Prochaine étape à suivre. Quand maman m'a dit « va en cuisine », c'était déjà clair pour elle parce que j'étais toujours en cuisine, soit avec elle, soit avec ma grand-mère, soit avec mon autre grand-mère. Mes tantes cuisinaient bien. Et puis pour moi, la cuisine, c'est là que ça se passait. Je faisais l'épicerie avec ma mère. C'était clair que c'était ça. Quand j'allais voir ma grand-mère aussi, je me rappelle qu'on mangeait très jeune, que ce soit la soupe qui était poivrée, la tarte au bleuet. Et je ressors tous ces souvenirs-là. Et puis moi, ça me parlait, tout ça. Donc, dès la 6e année, j'étais au fourneau pour mon grand frère qui apportait tous ses chums, puis qui faisait des parties, et puis j'étais capable de faire des macaronis pour eux autres, et puis leur servir nourriture sur nourriture au party. Donc, c'était comme naturel pour moi de cuisiner, et c'était pas un travail. Et alors, c'est pour ça que c'est juste logique aujourd'hui que c'est devenu un travail pour moi, parce que c'est mon mode de vie, mon style de vie. Une grande expérience et un privilège que j'ai eu dans ma carrière qui me tient à cœur, que je vais garder longtemps dans ma vie, c'est que j'ai eu la chance de nourrir le Dalai Lama, ici même à Montréal, au 357C, dans un événement privé, évidemment, mais avec une vingtaine de personnes en après-midi. Et j'avais aussi passé du temps avec son entourage, apprendre à connaître aussi la cuisine tibétaine avec les moines. Et puis, je faisais, moi, ma version à moi. Pour cette vingtaine de personnes-là. Et puis, c'était vraiment un après-midi ensoleillé, une grande tablée. J'avais fait, je me souviens bien, avec une morue glacée que j'avais servie dans un bouillon qui me rappelait un peu le thé, un bouillon au thé. Et puis, de voir le Dalai Lama se pencher sur mon plat parce qu'on le versait à la théière devant lui, puis que les vapeurs, là, puis de le voir content, sourire, ça m'a fait chaud au cœur. Et de voir toute sa tablée alentour de lui aussi être heureux, ça a été un beau moment pour moi, un accomplissement, je dirais. J'avais tellement hâte d'aller au secondaire. Pour être bien honnête, j'avais hâte d'aller faire les activités, soit toutes les activités culturelles. Je voulais embarquer dans tous les comités qui existaient. Le sport aussi, étant sportif, mais on dirait que c'est le culturel qui m'approchait parce que j'avais fait en masse de sport dans le primaire. Hein? Et puis pour moi, le secondaire, c'était l'autonomie, la liberté d'expression. Enfin, on avait aussi des pauses, des dîners plus longs ou différents. Moi, plus de rang à faire, notre case. Enfin, j'aurais la chance de jouer de la musique avec d'autres collègues qui jouent de la musique, faire des concerts. Pour moi, c'était vraiment... J'avais hâte, là. C'était autant que j'ai aimé mon primaire, autant que c'était temps que j'arrive au secondaire pour toutes ces activités-là, parascolaires et scolaires qui m'attendaient. Une des activités parascolaires qui m'attirait le plus, puis que j'attendais depuis longtemps parce que je voyais ces concerts-là dans mes écoles primaires, c'était le groupe Francomania. Groupe de gens, de jeunes qui chantaient en français, évidemment, mais qui avaient tout le son rock qu'on pouvait imaginer de tous nos artistes anglophones qu'on aimait. Et puis pour moi, de me voir avec eux ou à côté d'eux, prendre ma guitare, chanter, c'était un de mes rêves. Alors le jour où j'arrive à l'ESRH, je suis prête pour appliquer, où est-ce que je signe, quelle audition que je fais. Et j'ai appris qu'il n'y pas de professeur qui voulait prendre Francomania. Alors, il y a une jeune professeure qui a pris son courage en main et a décidé de prendre le groupe en charge. Elle venait d'arriver à l'ESRH en même temps que moi. Elle s'appelait Lynn Chamaillard. Et puis, grâce à Lynn Chamaillard, on a pu bâtir un groupe de musique ensemble parce qu'il n'y avait même plus de musiciens dans Francomania. Et on a reparti Francomania from scratch avec Lynn. Et puis, on a réussi à faire un show un mois après, je crois, pour l'ouverture de l'année qui s'est faite dans l'auditorium. On a fait un concert pour 1000 personnes un mois après notre départ de Francomania.
Ça sonnait pas aussi gros que ce que j'avais entendu, mais après ça, c'est devenu de mieux en mieux. Au secondaire, j'étais un étudiant quand même social. Pour moi, le social était en premier de tout, mais j'avais beaucoup de projets personnels, surtout musicaux à cette époque-là. Donc, quand on joue de la musique, on pratique beaucoup, puis on suit beaucoup son groupe, puis finalement, j'avais beaucoup de temps que je donnais à ça. Mais en plus, je faisais de l'improvisation, j'étais dans l'équipe d'impro, je faisais un petit peu de soccer. Alors, je devais partager beaucoup mon temps entre devoirs et comité et sport. J'étais quelqu'un qui, quand même, qui avait de la facilité dans mes notes, mais j'ai remarqué une légère baisse quand je suis arrivé au secondaire, j'étais vraiment occupé en général des choses. Par contre, j'ai toujours trouvé que les études, c'est sérieux. J'ai eu beaucoup de profs qui m'ont touché. Je dis autant M. Briggs, de la façon qu'il lisait Hamlet dans ses classes d'anglais, ou Lynn Chamaillard qui nous a toujours aidés dans tous nos projets. J'ai eu plusieurs profs qui m'ont touché, mais il y en a un que j'ai aimé beaucoup, ses cours et puis par son professionnalisme. Son côté technique, peut-être, même plus que professionnel professeur, mais c'est Richard Laliberté. J'avais pris un cours de drafting de dessin industriel. Dès que j'ai pu, c'était pas avant la 11e année, on ne pouvait pas prendre son cours. Je voulais devenir architecte en même temps de tout ça. Et puis, en 11e année, le premier cours que j'ai choisi, c'est ça. Puis avec Richard Laliberté, j'ai fait du dessin industriel. J'ai vraiment aimé ça. C'est des dessins que j'utilise encore aujourd'hui, ne serait-ce que pour avoir dessiné mon restaurant avec mon partner designer ou même la façon de bouger dans une cuisine. J'utilise encore ces dessins-là ce jour. Puis en plus, Richard m'avait demandé de participer au nouveau... on venait de recevoir une subvention pour un local d'ordinateur pour faire du graphisme et puis CAD-Key, tout c'était Netscape, c'était le début de la voie Internet qui arrivait avec tout le graphisme 3D, les animations. On connaissait rien. Ça m'a pris un cours juste rentrer sur un ordinateur. Et puis ça, c'était un cours que je faisais en même temps que mon cours d'architecture. Et puis il a décidé de me donner 2 crédits en même temps parce que je développais un cours qui s'est donné l'année suivante. Pour moi, Richard, il reconnaissait l'autonomie des gens qui savaient travailler par eux-mêmes. Puis lui, en étant un grand travaillant et autonome, autodidacte, il m'a invité dans son cercle. Puis ça, pour moi, ça a été une expérience hors pair, ce qui a duré 2 ans. Alors, situation loufoque que j'ai vécue dès mon entrée au secondaire, au concert de Francomania, le premier qu'on donne, devant 1000 personnes. Il y avait eu une levée de fonds qui s'était faite. Et il y avait un gros tirage qui se faisait pour plusieurs prix à la fin du spectacle. Et puis, le grand prix était de 5 000 $. Alors, nous, dans ma famille, on est 5. Moi, ma sœur, mon frère, ma grande sœur, mon grand frère, mon père, ma mère. Et puis, on avait tous vendu des billets, évidemment. Et puis, on avait fait une entente que si un gagnait le lot des 5, on le partageait. Mon frère avait pas partagé. Il ne voulait pas participer à notre entente. Donc, ainsi de suite, ça continue. Le tirage est pour avoir lieu. Monsieur Lantier se lève. Mon père, à l'époque, étant directeur d'école, doit aller piger le billet dans le tirage. Et Monsieur Lantier est à ses côtés et il demande de tirer le billet. Et sans regarder dans un gros baril, il prend un billet et il pige le billet de sa femme. Denis Lantier l'a vu, mais tout était légal. Mon père a vu ça, puis il a pigé. Et c'est Denis Lantier qui est allé lui voler le billet dans ses mains avant qu'il le remette dedans, parce que mon père s'en allait le remettre dedans. Et puis, Denis Lantier ne voulait pas que mon père remette le billet dedans, et puis annoncer ça à la grande majorité des gens. Et puis là, c'était comme « oh là là ». Et moi, j'ai volé le micro de Denis Lantier. J'étais sur l'estrade en train de jouer à la musique et j'ai regardé mon frère, les yeux dans les yeux, qui était assis juste devant moi. Et j'ai dit « Manu, t'as pas voulu embarquer? Eh bien, tiens! »
Je retiens un passage particulier de mon secondaire. Ça s'est passé avec M. Briggs, Richard Briggs, qui était un personnage quand même, hein, un professeur très spécial, anglophone, on l'aura deviné. Et après un cours, il me dit Fred, j'aimerais ça que tu restes en classe. Je dis ah non, pas encore. Il y a quelque chose qui va pas bien. Et puis j'attends et puis il me dit j'aimerais ça te parler, j'ai quelque chose à te donner. Alors je fais ah oui, j'ai dit alors on est un à un. Et il me sort un livre et puis il me regarde puis le livre c'est marqué Being Happy. Et puis là, je regarde le livre, je dis, c'est quoi ça, Being Happy? J'ai dit, OK, c'est bon. Il dit, il dit, vous voulez que je lise le livre? Il dit, non, non, je te le donne. Parce que sais-tu pourquoi je te le donne? Parce que tu es un gars heureux. Et puis j'aimerais ça que tu saches pourquoi tu es heureux dans la vie. Et puis il m'a donné ce livre-là, et puis je l'ai lu vraiment, là, je l'ai lu vraiment intéressant, d'A à Z. Et puis j'ai gardé en tête, en fait, qu'il m'a fait reconnaître que j'étais peut-être un gars naturellement heureux, mais que c'est peut-être pas tout le monde qui sont heureux ou qui sont capables de trouver le bonheur aussi facilement. Et j'ai retenu à ce livre et à ce jour que la seule responsabilité qu'on a comme adulte, c'est de trouver le bonheur. Il faut le trouver d'une façon ou d'une autre. Mes conseils, j'ai un conseil à donner, ça se rattache un peu à mes apprentissages aussi, encore à ce jour. De trouver le bonheur, c'est un de mes mojos, mais il faut aussi ne pas avoir peur de se tromper. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. En fait, c'est plus excitant d'en faire et d'en apprendre que de faire le contraire, de toujours être dans le cadre. Hein? Think outside the box, il faut vraiment se pousser et puis apprendre de nos erreurs, puis recommencer et recommencer. Malgré que ça fait plus de 20 ans que je suis à Montréal, j'ai une fierté franco-ontarienne. Pour moi, on est comme un petit village gaulois, mais qui se disperse dans partout l'Ontario. Hein? Pour l'avoir connu avec mes nombreux concerts de musique à Sudbury, à North Bay, puis à Windsor, et de voir que notre langage change beaucoup en français, en Ontario. Bien, on est une classe à part et puis pour moi, ça reste toujours quelque chose que quand j'ai la chance d'en parler avec quelqu'un ou en rencontrer un, on est fiers de se voir comme si on se reconnaît. Hein? Je veux dire, j'aime le Québec, mais je reste franco-ontarien. Ce que signifie la réussite, pour moi, c'est d'être fier de soi. Hein? Si on touche quelque chose où on se reconnaît, où on est fier de ce qu'on a fait puis qu'on peut continuer à le faire, pour moi, ça, c'est une réussite. Ensuite, il y a ce que les autres en pensent.